On a testé l'extrême communauté, on est en train de tester l'extrême indépendance, et je pense qu'on a besoin de réapprendre à faire commun. Je pense qu'on a besoin de réfléchir à l'idée de ce que c'est que faire couple, d'avoir un niveau de vie commun, de le faire de manière active. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui sont subies, plus ou moins consciemment, et on ne se rend plus compte. Et effectivement, j'espère qu'à travers le média et le travail que je fais, je participe à remettre ce sujet-là sur la table qui me paraît structurant de l'égalité aussi homme-femme de manière générale. Parce que, encore une fois, je pense que la cellule du couple peut être l'espace intime qui ensuite va rayonner sur le reste de la société. L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Marie-Laïa. Bonjour. Vous êtes fondatrice du média À part égale qui comprend un compte Instagram et aujourd'hui un podcast qui parle de notre rapport à l'argent et de comment créer l'égalité dans le couple malgré les inégalités sociétales et surtout en les prenant en compte. Vous êtes également l'autrice du livre « Ils vécurent heureux et prirent un compte commun » aux éditions Erol, dans lequel vous détaillez toutes les options possibles du couple, que ce soit en termes de contrat et de partage des frais et de temps libre. C'est très détaillé et un manuel complet pour tous les couples qui se posent des questions sur la construction de leur avenir commun. Je le conseille donc vivement. Vous y partagez une vision très féministe du couple et de l'argent. Vous prenez une meilleure répartition de l'argent dans le couple comme combat des inégalités sociétales auxquelles les femmes sont confrontées. Mais ce livre, c'est avant tout un livre d'amour, dans lequel vous prenez la transparence et le partage pour construire un avenir commun sain et serein pour le couple et la famille, dans les bons comme les mauvais moments, pour s'assurer une belle vie tant dans le partage que dans une éventuelle séparation. Alors, pourquoi je vous ai invité ? Parce qu'il n'est ici, a priori, pas question de carrière. Pour deux raisons toutes simples. Déjà parce que avoir de l'argent, c'est avoir du pouvoir, et donc je trouvais cela intéressant d'en parler dans un podcast qui s'appelle tout de même Le pouvoir au féminin. Mais surtout parce que le sujet du couple s'est immiscé insidieusement dans mon podcast depuis 3 ans, surtout ces 2 dernières années. Je ne m'y attendais pas puisque j'ai construit une ligne éditoriale qui ne comprend pas théoriquement la maternité ou les enfants et donc la famille, à part si mon invité souhaite en parler, ce qui arrive d'ailleurs de moins en moins. Par contre, choisir son conjoint, s'organiser en termes d'évolution de carrière et de charge des enfants est un sujet qui revient régulièrement. J'ai cherché à le traiter au sein de tables rondes ou tout simplement en discuter avec d'autres, mais cela reste un point encore peu abordé lorsqu'il s'agit de carrière. Et donc en ce 8 mars, je vous propose un échange qui pose la question du pouvoir des femmes en société, dans leur carrière, au sein du couple et de l'argent lorsqu'il s'agit de le mettre en commun. Je suis donc ravie de vous recevoir. Et pour démarrer, la question traditionnelle, quelle est votre vision du pouvoir ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et alors, ma vision du pouvoir, je pense qu'elle se résume en un mot, qui est la liberté. Pour moi, avoir du pouvoir, c'est tout simplement être libre. Libre de prendre ses propres décisions, libre de choisir, de changer d'avis, de partir, de rester. Voilà, c'est ma vision du pouvoir. En quoi c'est important pour vous la liberté ? Et tout particulièrement dans le couple, puisque c'est vraiment votre sujet. Exactement. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, au final, je crois très fort que pour vivre heureux, il faut être conscient de ses choix. Et pour être conscient de ses choix, il faut aussi pouvoir les maîtriser et ça passe par avoir un sentiment de liberté. En particulier dans le couple, où au final, plus le couple progresse, l'engagement progresse, plus on fait des choix. Et être capable à la fois de volontairement y rester ou d'être certain que toutes les décisions qui sont prises sont faites à un niveau égalitaire au sein du couple, ça me paraît être très important et signe de bonne santé du couple. Du coup, vous mettez égalité et liberté au même niveau ? Au sein du couple, je pense que c'est le cas. Et d'ailleurs, je réfléchis je crois même que ça va dépasser l'ordre du couple. Je pense que dans notre société, de manière générale, on est vraiment libre quand on est tous égaux. Je suis assez d'accord. C'est assez simple, dit comme ça, mais parfois c'est bien de le dire à haute voix. C'est vrai. C'est quoi votre vision de l'argent ? Parce que je crois que c'est quelque chose que vous demandez souvent dans votre podcast, votre rapport à l'argent. Oui. C'est quoi le vôtre ? Alors, mon rapport à l'argent, il est assez apaisé, je dirais. Justement parce que il ne l'a pas toujours été. Et dans la construction de mon couple notamment, et dans la réflexion de mon avenir et de la construction de ma carrière, et de comment est-ce que ma famille ou la construction de ma famille allait
impacté ça. Ça m'a poussée à développer cette discussion, à développer ce rapport-là. Et en fait, c'est un peu comme un muscle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez apaisée avec ça. Alors, comme tout le monde, j'ai mes petits travers. Je suis particulièrement dépensière et j'aime pas trop faire mes comptes, etc. Pour autant, je suis très apaisée parce que je sais que les décisions que j'ai prises, elles ont été faites de manière éclairée, que je partage mes réflexions, mes indécisions, mes possibilités aussi avec mon entourage. Et là-dessus, je suis très, très, très à l'aise avec ça. C'est quoi le rapport pour vous entre pouvoir et argent ? Parce que comme ça, naturellement, on dit l'argent, c'est le pouvoir, mais en vrai, vous imitez quoi comme lien ? Moi, j'y mets un lien très précis, c'est-à-dire que quand on a de l'argent, on peut se permettre de faire des choses, que ce soit développer des projets professionnels ou annexes, que ce soit se faire du bien avec des hobbies ou des soins, etc. Que ce soit changer d'avis. Demain, on décide de changer de carrière, parce qu'on peut le faire parce qu'on a un peu d'argent de côté. Que ce soit aussi sur le lieu de vie, on peut choisir d'aller vivre dans un endroit ou un autre parce qu'on a de l'argent. Et en fait, le fait d'avoir de l'argent, c'est avant tout avoir un outil à sa disposition qui est très puissant. Et donc, à partir du moment où on a un outil qui est très puissant, on peut faire des choses. Ensuite, dans le sujet du couple, l'argent peut être un outil de pouvoir vis-à-vis de son ou sa conjointe. Et c'est là où ça devient important de l'avoir en tête. Alors, vous parlez dans votre livre des violences domestiques et économiques. On en parle peu, on en parle de plus en plus, mais c'est moins connu. Juste pour information, les violences économiques, c'est la première entrée dans les violences domestiques. Et dans la ligne d'écoute de violences domestiques, je crois que vous l'avez remis dans votre livre, c'est 20%. Une femme sur 3, je crois, possiblement, peut vivre ça un jour. Donc voilà, donc ça reste très important. Et les différents signaux ne sont pas forcément évidents. Et d'ailleurs, vous les décrivez dans votre livre. Pour revenir à la question de rapport et de violence. Même si ce n'était pas le sujet, j'aime bien quand même mettre un point dessus. Et puis, il y a d'ailleurs un violentomètre que j'ai mis dans le livre, qui a été fait par Les Glorieuses et Oseille et compagnie, qui est vraiment très bien fait et qui, au même titre que les violences conjugales, permet aussi d'identifier quelques signaux faibles de ce qui est un rapport sain et un rapport dangereux vis-à-vis de ça. Donc c'est effectivement très important à avoir en tête. Donc ça, c'était la partie quand même qu'il faut noter. Donc vous pouvez le retrouver sur, évidemment, le livre de Marie-Laïa, mais aussi sur Les Glorieuses ou Oseille et Podcast, si ça vous intéresse ou si vous êtes curieuse, concernée, je n'espère pas. Pour revenir à votre point, vous avez dit ça nous donne des possibilités. Et vous avez parlé notamment, par exemple, de changement de carrière. Sauf que alors, si je me trompe pas, je vais vous expliquer parce qu'il faut savoir que le livre est très détaillé. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de schémas, beaucoup d'explications absolument passionnantes, mais qui sont plus ou moins faciles à lire selon si ça nous concerne ou pas. Donc, du coup, si je reprends bien le livre, en termes de carrière, vous dites aussi ce qui est intéressant sur une égalité de partage, tel que vous le décrivez, c'est que finalement, si quelqu'un change de carrière, on refait les comptes différemment, on rééquilibre différemment par rapport aux revenus de chacun. Et donc, du coup, imaginons dans un couple, d'un coup, soit l'homme ou la femme d'ailleurs, décide de se lancer dans notre carrière, d'après ce que vous dites, ou comme je l'entends, on pourrait dire elle va prendre sur ce qu'elle a pu mettre de côté, organiser. Mais en fait, non, vous dites c'est par rapport au couple et c'est une discussion de couple. En fait, tout est possible, bien évidemment, tout est possible. C'est sûr que le fait d'avoir des économies, de manière générale, vous permet de faire des choix et de changer, de partir d'un métier qui vous plaît pas pour aller poursuivre une carrière peut-être plus délicate. Effectivement, quand on vit avec quelqu'un, quand on a des engagements, quand on a une famille, évidemment, ça va avoir un impact sur les finances. Et donc, ça devient aussi une discussion de couple, qu'on le veuille ou non, en fait. Parce que même si c'est personnel, et même si, bien évidemment, ça ne devrait impacter que nous, il est évident que ça va impacter à la fois le foyer, les enfants s'il y en a, ou en tout cas le conjoint. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'en fait, oui, le revenu ou le salaire engendré va avoir un impact, mais c'est aussi le temps disponible. C'est-à-dire que demain, on choisit de faire un job qui va nous engendrer le fait de travailler le soir ou les week-ends, ça va avoir un impact sur notre vie familiale, ou en tout cas domestique, de manière générale. Donc, il faut que le ou la conjointe soit à peu près OK avec ça. En fait, moi, je ne dis pas que c'est nécessairement une décision à prendre en couple, je dis juste que, il ne faut pas nier le fait que ça a un impact sur la vie de l'autre, c'est hyper important. Et donc, à ce titre-là, c'est plutôt bienvenu que ce soit une discussion. Et le fait d'avoir un rapport sain et équitable de ses finances en couple va permettre de faciliter cette prise de décision. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça aura un impact. Et si on ne veut pas que ce soit une lutte d'ego, de j'ai décidé de faire ça et donc tu me suis ou tu me suis pas, en fait, le fait d'avoir déjà préétabli une gestion à peu près équitable de l'argent, ça permet d'apaiser en fait certaines prises de décision. En fait, ce que j'ai trouvé assez révolutionnaire dans votre façon d'expliquer ça, c'est que vous avez construit un schéma
qui permet de moduler le long terme. C'est pour ça que j'ouvre ça. C'est-à-dire que on peut pas tout prendre en compte, surtout aujourd'hui avec tous les changements de carrière, tous les changements de vie, toutes les possibilités sur plein de schémas, professionnels notamment, mais aussi de famille. On peut pas prendre en compte tous les détails. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé un système sur lequel, justement, on peut évoluer. Pourquoi je m'appuie là-dessus ? C'est parce que quand je vous ai posé la question il y a 2 secondes, ce que j'avais en tête, alors là, c'est particulièrement les femmes dans l'entrepreneuriat, qui, en fait, très rapidement, ont la pression de leur mari pour regagner le niveau d'argent qu'elles avaient avant. Et qui elles-mêmes se mettent la pression. Et du coup, évidemment, c'est un stress supplémentaire. Et puis, en plus de ça, elles se gagnent plus de charge mentale parce qu'elles ont plus de temps. Donc, on est vraiment au total... C'est caricatural, mais pas tant que ça, malheureusement. Non, pas du tout. Du coup, c'est ça que j'avais en tête. Et finalement, là où je trouve que vous avez raison, c'est qu'il faudrait mettre le sujet sur la table. Alors, à ce moment-là, c'est l'occasion, entre guillemets, mais il faudrait le faire plus largement. Et en même temps, moi, je connais beaucoup d'hommes, là, pour le coup, qui disent « En gros, j'ai pas signé ce contrat-là. Enfin, quand j'ai signé qu'elle gagnait tant. Et donc, du coup, dans la signature du contrat, finalement, il n'a pas signé de payer beaucoup plus parce que la personne gagnait tant, etc. » Ce qui est plutôt légitime en soi. C'est-à-dire que quand on est ensemble avec quelqu'un, on le prend avec tous ses qualités, ses défauts, mais aussi son statut social, entre guillemets, combien il gagne, quel travail il fait, etc. Bien sûr. Après, en pratique, il faut quand même prendre des décisions, il faut se mettre d'accord. Et donc, c'est des débats à avoir, c'est arriver à montrer ce qu'on veut. Peut-être que c'est un besoin qui est extrêmement important pour la santé mentale ou pour aller suivre un destin ou un appel. Et ensuite, c'est à chacun de faire son choix en pleine connaissance de cause. En fait, à l'inverse, on connaît aussi des gens qui sont avec quelqu'un qui décide du jour au lendemain de changer complètement et de plus gagner sa vie. Et du coup, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Donc, en fait, c'est toujours un peu difficile de faire des généralités sur tous les cas de figure qui puissent exister. Ce qui est certain, c'est qu'on a beau imaginer que ça ne nous concerne que nous. En réalité, à partir du moment où on partage notre quotidien avec quelqu'un, on accepte, ça fait partie du pacte, que notre vie a un impact sur la sienne et vice-versa, à la fois comme des côtés négatifs, là qu'on peut en parler, mais aussi sur les côtés positifs. Dites quand même que ça a pris 3 ans de conversation, donc ça prend un peu de temps. Donc, d'où c'est venu déjà le point de départ et après comment ça a été abordé ? C'est assez simple. Je pense que comme beaucoup de personnes, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui gagnait plus d'argent que moi et qui gérait mieux l'argent que moi. Et donc assez rapidement, il y a eu 2 évidences. Premièrement, j'étais pas capable de suivre son train de vie. Donc il fallait qu'on ait une discussion sur notre modèle économique. Et aussi, son activité était chef d'entreprise, donc ça a vite mis en lumière des choses que beaucoup de personnes vivent sans être avec un chef d'entreprise, mais qui étaient l'impact sur mon quotidien, c'est-à-dire des vacances que j'organisais qui étaient annulées au dernier moment parce qu'il y avait plus important, ou c'était toujours moi qui faisais la cuisine, etc., parce qu'il rentrait tard du travail, et moi j'étais salariée, donc avec des horaires très fixes, alors que lui, il pouvait travailler le week-end, travailler le soir, etc. Donc j'ai compris que si on vivait ensemble, si on faisait une famille, fallait qu'on ait une discussion, parce que sinon, non seulement ça pouvait nous poser des soucis, des conflits entre nous, et puis en plus, si jamais on n'abordait pas ce sujet, et surtout si on ne trouvait pas une solution, probablement c'est moi qui en paierais les frais. Et ce que ça a fait, c'est que ça a effectivement engendré des années de discussion, parce que ça s'est accompagné de notre réflexion sur nos envies futures d'engagement ensemble. Mais aussi, moi, je me suis plongée dans la recherche et en fait, j'ai découvert ce que c'était que l'argent dans le couple. Avant, comme tout le monde, je pensais pas que c'était vraiment un sujet, surtout depuis qu'on était capable de travailler et d'avoir un compte en banque. Je pensais que c'était ça qui était c'était suffisamment important. En fait, je découvre des essais comme Le prix à payer de Lucie Quillet, je découvre Le couple et l'argent de Titu Lecoq, et je vois qu'en fait, il y a plein de mécanismes qu'on ne mesure pas tant, qui sont des fois des choses qu'on ne maîtrise pas, qui font que les femmes vont s'appauvrir quand elles sont en couple. Et face à ça, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression d'être face à un dilemme de soit j'accepte cet amour et j'accepte l'idée que si je deviens mère, je sois appauvrie et que ça sera terrible et j'espère qu'on ne se séparera jamais. Ou bien, non, je décide d'être seule, de pas faire d'enfants et de me protéger au maximum. Et évidemment, j'avais ni l'une ni l'autre de ces possibilités-là ne m'enchantait, et donc à force de discussion, à force de pratique aussi, parce qu'on a testé tous les modèles économiques qui existent en couple, aucun n'était suffisamment équitable.
Et donc, on a fini par créer en fait notre propre modèle, qui est le modèle à parts égales dont je parle dans le livre, et qui nous a permis en fait de résoudre beaucoup de nos problématiques quotidiennes. Et au final, c'est ça qui est chouette, c'est que ça a résolu aussi, je pense, beaucoup de choses dans le futur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un modèle qui permet d'être extrêmement robuste dans le temps et qui nous a rapprochés aussi en tant que couple d'individus. On a vraiment créé une intimité en fait autour de ça. Et à force d'en parler autour de moi, effectivement, ça a commencé à être une évidence qu'il fallait en parler un peu plus publiquement et probablement aider beaucoup de couples à amener plus d'équité dans leurs finances. Alors, rapidement, sur le modèle, je vais en dire 2 mots, mais vous irez le lire dans le livre, ce sera plus simple. Et ou suivre le compte Instagram et le podcast qui est bien plus précis là-dessus. C'est juste que vous proposez un modèle qui se repose sur l'égalité d'épargne et l'égalité de temps libre. C'est ça, hein? Oui, alors je vais être encore plus précise que ça. Il se repose sur 2 choses, effectivement. Le partage égal du reste à vivre, c'est-à-dire qu'on va considérer ce que gagne le couple, on va considérer combien il dépense par mois. Et une fois que ces dépenses communes sont payées, on veut que notre reste à vivre soit égalitaire. Et effectivement, ça s'accompagne de l'égalité sur le temps libre personnel. Parce qu'au final, la plupart des modèles économiques, juste pour les citer, on ne va pas forcément rentrer dedans, mais le 50-50, le prorata notamment sont 2 grands, se concentrent sur le partage de la charge. Comment est-ce qu'on va financer nos dépenses communes ? C'est en fait ce qui alourdit le quotidien, bien sûr. Là, l'idée, c'est plutôt de retourner l'approche. Plutôt que de se concentrer sur ce qui va nous peser, c'est de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, ce qui nous permet de faire des choses, ce qui nous donne du pouvoir. Et ça, c'est le reste à vivre. Et donc, en partageant à égalité le reste à vivre, on s'assure d'être à égalité, du coup, sur nos capacités à la fois d'épargne, d'investissement ou de dépenses, et ce qui nous garantit en fait une totale liberté sur la gestion de notre argent personnel. Qui a été construit à la base donc pour contrer les inégalités et dans votre cas avec un conjoint qui gagnait plus, qui est souvent le cas. Il se trouve que j'ai pas mal d'invités et d'amis, c'est le cas inverse, mais du coup on va en reparler après. Moi ce qui m'intéresse là-dedans, et c'est pour ça que je voulais que vous précisiez votre modèle, c'est finalement aujourd'hui, particulièrement cette année d'ailleurs, il y a un élan sur l'investissement des femmes. C'est vraiment le gros enjeu. Je ne cite même plus toutes les choses qui existent à ce sujet. J'en mettrai quelques-uns en description quand même, si vous voulez vous y intéresser, parce que c'est important. Puis il y en a à la fin du livre aussi. Mais en fait, voilà, c'est un peu les femmes investissaient, les femmes investissaient. Et j'ai l'impression qu'on est dans la même injonction que les femmes allaient casser le plafond de verre, réveillez-vous, réveillez la personne qui est en vous, prenez de l'audace et tout. Enfin, cette espèce de grande chose qui dit qu'en gros, si vous n'avez pas de carrière, c'est de votre faute, et si vous n'avez pas d'argent, c'est votre faute. Je résume assez grossièrement. En quoi c'est faux, voilà. Enfin, je vais vous poser la question très simplement parce que je pourrais parler de votre livre et le décrire moi, mais en fait, je vais vous poser la question genre, en quoi pour vous c'est faux ? Juste pour préciser, c'est faux que c'est une injonction ou c'est faux que ça suffit pas en fait. Ça suffit pas l'investissement ? Voilà, c'est-à-dire que c'est pas en nous apprenant à investir qu'on va devenir super riche demain. Parce que c'est un peu ça le point. Tout à fait. Alors, pourquoi c'est faux ? Déjà, effectivement, pour pouvoir investir, il faut avoir de l'argent. Déjà, c'est une base importante, qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Ensuite, il faut avoir de l'espace mental, c'est-à-dire que malheureusement, les femmes subissent une charge mentale importante qui font qu'elles n'ont pas forcément l'espace pour s'éduquer, pour regarder, pour se tenir au courant des actualités, etc. Et troisième point, quand même, l'éducation. Mais ça, effectivement, il y a de plus en plus, et c'est très bien, de médias qui se concentrent sur ce sujet-là. Déjà, tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on va récupérer de l'argent ou comment on va avoir à disposition cet argent-là pour pouvoir investir. Et puis cette charge mentale, en tout cas cet espace libre disponible. Et effectivement, ça se joue beaucoup dans les couples parce que malheureusement, l'investissement en couple reste souvent un sujet qui est particulièrement masculin et donc pas forcément ouvert aux femmes. En fait, la réflexion que je me fais en vous écoutant, c'est ce que je confirme, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui éduqué les femmes comme les hommes en termes d'éducation professionnelle, on a accès aux études, etc. Et malgré tout, on se rend compte que 20% des postes de direction sont aux femmes. Donc, on a les moyens, mais on n'a pas encore ni le réseau, ni la société. On a beau nous apprendre les nouveaux codes, développer, etc. Bon, il y a quelques cassages de plafond de verre, on ne peut pas dire le contraire, sinon je n'aurais pas pu monter ce podcast d'ailleurs. Mais ça reste encore malheureusement à la marge, pas sur les choses les plus importantes, en tout cas les métiers qui sont les plus rémunérateurs et les plus mis en avant en termes de direction.
Et en fait, la réflexion que je me fais en échangeant avec vous et en ayant lu votre livre, c'est un peu la même par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous éduquer à l'argent. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est la réalité. On est en train de nous éduquer à l'argent, on est en train de nous donner accès à ça. Et d'ailleurs, on crée des choses très féminines parce que je pense que si c'était qu'entre mecs, on n'y va pas. En fait, c'est trop compliqué. Juste pour l'aparté, les échecs, par exemple, il y a des clubs de femmes juste parce que sinon, on jouerait jamais aux échecs. Donc ça montre bien qu'il y a un sujet, alors que les échecs, c'est purement mathématique. C'est quand même pas... Donc voilà, donc on n'irait pas. Et en même temps, je me dis que sur le long terme, si on ne fait pas autre chose, dans 40, 50 ans, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on doit faire les études supérieures aux femmes, mais c'était les années 60, je crois, donc c'est récent. Donc disons, dans le même temps, à la fin du 21e siècle, on va être au même niveau, c'est-à-dire qu'on va savoir investir, mais avec un capital moindre. Alors, l'héritage va un peu aider quand même, parce que maintenant, on a accès à l'héritage, ce qui n'était pas le cas avant. Donc du coup, il faut faire changer ça. Maintenant, vous l'expliquez en fin de livre et c'est intéressant et c'est là-dessus que j'aimerais revenir aussi. Vous avez plein de questions de comment on fait ça maintenant. Puis vous avez votre conjoint Antoine à la fin qui fait une postface sur comment lui, il l'a vécu, ce qui est aussi très intéressant. Et comment est-ce qu'on aborde ? Parce qu'on sait un truc, c'est que le pouvoir, c'est l'apanage des mecs. Consciemment ou inconsciemment, et l'argent du coup surtout, l'argent c'est l'apanage des mecs. Consciemment ou inconsciemment, c'est le cas. Toucher à l'argent, c'est toucher à leur pouvoir. Tristement, on le voit dans les pensions alimentaires. Là, c'est vraiment l'apothéose. Ils gagnent de 100 000 euros par mois à 0 euros par mois. 100 000 euros par an à 0 euros par an quand il s'agit de verser une pension. Il y a un tiers des pensions alimentaires qui ne sont pas versées quand même. Donc c'est énorme. Enfin bref, donc on le voit dans les pensions alimentaires que c'est un vrai sujet. Et moi, je ne compte plus le nombre de femmes qui, à la séparation, ont lâché des choses sur l'argent parce qu'elles en avaient ras-le-bol et qu'elles se sont dit au moins il va me lâcher la grappe. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est quand même un vrai sujet qu'on voit vraiment très fort dans la séparation, qui était sûrement un sujet dans le couple avant, c'est juste qu'on l'a pas traité, mais qu'on voit très fort dans la séparation. Comment on aborde ce sujet sans être sûr d'exposer son couple au passage, ou alors peut-être il faut l'exploser, peut-être que c'est une réponse à la question, je ne sais pas. Comment est-ce que on le travaille ? Vous parlez aussi de quelques petites questions auxquelles il faut savoir répondre, donc voilà, je vous laisse nous partager ça. Effectivement, en fait, c'est un sujet qui est crucial, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir conscience de la problématique, au-delà même de trouver une solution qu'on considère juste, il faut être capable d'en parler, il faut être capable de aussi accepter le débat. Parce qu'en fait, ça prend du temps et c'est normal. Je disais tout à l'heure, vous aviez l'air surprise que c'était légitime que monsieur soit pas d'accord avec le choix de carrière de madame. Non, je n'étais pas surprise. non, vous aviez raison, mais allez-y. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le rapport à l'argent, c'est totalement irrationnel. Il y a des personnes qui sont très riches, objectivement, mathématiquement, et qui pour autant ne se sentent pas en sécurité, quel que soit le montant d'argent qu'il y a sur leur compte en banque. À l'inverse, il y a des personnes qui vivent de manière assez frugale et qui en sont parfaitement contentées. Donc, au final, c'est très compliqué de, notamment, premièrement, bien connaître son propre rapport à l'argent et ce que ça va dire de nous et de notre histoire, etc. Mais en plus de le faire coexister avec quelqu'un d'autre, c'est quand même pas forcément très évident. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans le livre, j'ai écrit une partie sur comment en parler, avec à la fois un guide conversationnel, c'est-à-dire que je pense qu'on a aussi beaucoup peur de la conversation de l'argent en couple. On pense, à tort, que ça va être justement l'occasion de casser son couple ou au contraire de se disputer, etc. Ça ne l'est pas forcément. Au contraire, moi je pense que la discussion de l'argent en couple, quand elle est bien menée, elle peut être vecteur d'intimité du couple. Elle peut être vecteur de construction de couple, de juste s'aligner sur des valeurs communes. En fait, le couple peut être un lieu où va s'appliquer des valeurs de justice, d'équité. Et justement, l'argent est un très bon moyen, un très bon outil pour amener ça. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus romantique ou sexy ou attirant quand en face de nous, on a quelqu'un qui va nous soutenir, nous écouter, entendre nos problématiques et essayer de trouver des solutions ensemble. En fait, ça, c'est assez chouette. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, ça, c'est quand on est dans un couple, je dirais, engagé. Effectivement, je pense que la discussion de l'argent, quand on est en phase, je dirais, du dating, c'est-à-dire qu'on est dans la phase où on apprend à se connaître, on apprend à savoir si, oui ou non, on aurait envie ou pas de s'engager sur du long terme avec cette personne, la discussion de l'argent est un très bon moyen de vérifier si on est aligné en termes de valeurs, en termes de futur, en termes de vision du couple et de la famille, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que l'argent, c'est pas seulement factuel, c'est pas seulement des chiffres, au contraire même. On parle très peu de chiffres, finalement, quand on parle d'argent. À
deux. On va parler de son rapport au travail, à son ambition, à la famille, au risque, sa peur de l'échec, etc. Donc, en fait, ça vient toucher des conversations qui sont très intimes et qui sont pas forcément évidentes à avoir en public, d'ailleurs. Donc, et un autre point aussi que je trouve intéressant, c'est que justement, dans les clichés entre les hommes et les femmes, on a tendance à penser que les hommes ont du mal à parler de leurs émotions et à parler de leur engagement, etc. Encore une fois, utiliser l'outil de l'argent, c'est un bon moyen parce qu'au final, lui a l'impression de rentrer dans une conversation qui est très très factuelle et au final va se retrouver, si on tire un peu la pelote, le fil de la pelote, à parler peut-être de ses parents, de l'éducation qu'il a reçue, de son rapport à l'amour. Et voilà. Et donc, c'est intéressant parce que ça crée des discussions qu'on n'aurait pas forcément imaginé avoir. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant là-dedans, c'est que je me suis dit, cette vision-là, obligatoirement, elle pousse les conjoints à s'entraider dans leur carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la disproportion est énorme. On le voit, les femmes perdent de l'argent au fil de l'eau à partir du premier enfant. Vous avez mis les graphiques, on peut les retrouver. Mais notamment aussi parce que finalement, elle soutient la famille et donc elle soutient la carrière de l'homme, plus ou moins volontairement. Mais c'est l'effet boule de neige. En fait, on va avoir tendance à favoriser celui qui gagne le plus. Et donc, statistiquement, c'est souvent les hommes. Exactement. Et puis, du coup, ça nourrit le foyer, etc. Bon, le jour de la séparation, c'est la catastrophe. Je pense qu'aujourd'hui, plus ou moins tout le monde le sait pour ceux qui ont des gens dans leur entourage. Si vous ne le savez pas encore, je vous invite à mieux pas le savoir. C'est un peu triste, mais dans l'absolu général, c'est catastrophique. Mais en fait, ce qui est intéressant quand on parle d'égalité, parce que c'est un peu tout l'enjeu aussi du podcast par rapport au pouvoir et à la carrière, c'est que finalement, quand on est à l'égalité d'épargne, ça veut dire que si on garde le même niveau d'épargne, on dit 1 000 € chacun, ça veut dire que tout ce qu'on gagne en plus va sur le compte joint. Et ce qui permet le compte commun. Pas tout, mais... Alors, moi, je le vis un peu de manière différente. En fait, la façon dont je l'explique dans le livre, c'est que plutôt, on va financer les dépenses communes en faisant en sorte qu'on ait la même chose à la fin du mois sur le compte commun, sur le compte personnel, sur chacun de nos comptes personnels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, justement, on a d'abord le foyer, la dépense commune, mais en fait, tout ce qui reste, tout le gras, on se le partage à 50-50. Donc, c'est pas définir un niveau, je dirais, d'argent de poche, plus ou moins important pour chacun, mais c'est plutôt de se dire, ok, d'abord, on met ce qui va être les dépenses communes pour vivre, etc. On ne met pas à risque le foyer. Par contre, tout le gras, on se le partage à 50-50. Et en fait, c'est un peu une façon de voir comment est-ce qu'on va définir l'enrichissement. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est que notre couple nous enrichisse. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ça nous pousse chacun à être solidaire dans notre carrière. Et effectivement, je pense que c'est une très belle façon de le voir. C'est qu'effectivement, quand on considère que le couple va nous favoriser chacun de nous, en fait, c'est un effet positif hyper intéressant. Parce qu'on n'est plus à regarder ce que fait l'autre avec jalousie ou envie. On est plutôt en train de se conseiller aussi, passer du temps peut-être à discuter ensemble, à voir, et ça, ce que font d'ailleurs beaucoup de conjoints, sans même regarder l'argent, mais évidemment que l'autre a un impact sur sa carrière et sur ses choix stratégiques, etc. Alors, je comprends la logique dans laquelle vous l'avez fait, et ça, je ne vais pas le contredire. Par contre, je connais des gens qui ont appliqué votre modèle et qui l'ont pensé différemment. Le modèle, à la fin, étant le même. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est l'épargne égalitaire. Enfin, le modèle étant le même. La construction du modèle n'est pas la même, mais la finalité étant que, en tout cas, il y a une égalité d'épargne de chacun. C'est juste que leur façon de l'avoir réfléchi, c'est de se dire finalement combien on a besoin chacun de notre côté pour se sentir empouvoiré, indépendant et être à l'aise avec ce que vous disiez tout à l'heure, notre rapport à l'épargne, à l'économie, etc. Et ensuite, quand on met tout le reste au pot commun, finalement, qu'est-ce qui part de la charge, qu'est-ce qui va dans la charge et qu'est-ce qui fait qu'on peut mettre de côté pour les vacances, pour faire des comptes épargne pour nos enfants, quel que soit le modèle dans lequel on le prend. C'est-à-dire que si on gagne plus, c'est-à-dire soit on répartit plus dans nos épargnes chacun, ou si on gagne plus, soit on met plus en commun pour faire des plus grands voyages en vacances ou partir plus loin. Ouais. Mais du coup, quoi qu'il arrive, gagner plus, que ce soit l'un ou l'autre, favorise aux deux, que ce soit sur leur mode de vie individuel ou que ce soit sur leur mode de vie commun. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est là où je trouve que ça devient très intéressant parce que l'un des gros problèmes aussi, c'est le soutien à la carrière de l'autre. Moi, je le vois tout le temps. Alors, pas dans ce podcast, parce que moi, j'ai que des podcasts et j'ai que des interviews carriéristes. Mais quand je côtoie des gens qui vont moins l'âge, j'ai vu, moi, des femmes soutenir le projet de leur mari mordicus et de mettre les leurs de côté sans s'en rendre compte. Et en fait, évidemment, ça lui profite et c'est très bien. Mais du coup, c'est tout l'enjeu, justement, dans le podcast de dire comment est-ce que finalement, on est sûr que chacun a sa carrière. Alors, chacun prend les choses différentes. Il y en a qui vont dire, nous, avec mon mari, on fait chacun notre tour. Ok. Après, je sais pas quel est l'argent derrière. Il y en a, moi, avec mon mari, j'ai décidé de prendre tant de temps à ce moment-là. Lui, à ce moment-là, faut pas qu'il se sépare
part entre-temps, c'est tout. Donc le fait, justement, ce que j'aime bien avec Modèle, c'est par rapport à la carrière et ce qu'on dit, c'est qu'en effet, ça favorise plus. Et ces conversations dont vous parlez que les couples ont, peut-être qu'ils ne l'ont pas, mais en tout cas, quand ils ont une question de gagner ensemble, j'imagine que ça pousse plus à les avoir. Tout à fait. Et en fait, justement, j'essaye de faire attention aux injonctions. Ouais. Et notamment, j'essaye d'avoir en tête la vraie vie des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, dans tous les couples, tout le monde n'est pas carriériste. Tout le monde n'a pas la même ambition. Et parfois, c'est plutôt même des bons matchs d'en avoir un qui tire plus que l'autre et l'autre suit. Bon, ça, c'est un premier point. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible d'être deux très ambitieux. C'est mon cas dans mon couple, mais effectivement, je veux bien croire que ce ne soit pas le cas de tout le monde. En fait, moi, le seul truc que je dis, c'est que évidemment, le sujet argent a un impact en fait dans ces décisions-là et que le fait de partager à égalité son reste à vivre, ça va faire que les décisions de couple ou même personnelles sur les carrières de l'un ou l'autre vont impacter les deux de la même façon. Et donc, ça va favoriser les prises de décision, que ce soit un changement de carrière, une mobilité, une promotion qui va faire qu'on va travailler plus tard, etc. Après, évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes. C'est-à-dire que, en cas de mobilité, certes, on a le même reste à vivre, mais il y a quand même un ou une qui va mettre peut-être au ralenti son activité pour pouvoir suivre l'autre là où on va se délocaliser. Donc, en fait, l'enjeu, quand même, c'est d'avoir conscience que, effectivement, quand on favorise le projet de l'un, quel sera l'impact sur son projet personnel ? Et ensuite, de se dire, ok, au moins financièrement, on s'organise pour que l'impact soit minimum. J'aimerais qu'on parle des injonctions, parce que quand on parle de quand les femmes gagnent plus, tu disais justement que selon la charge qu'elles ont, faut peut-être pas tant faire. Mais il y a la notion d'injonction. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une amie récemment qui m'a dit quelque chose qui m'a fait sourire ou pas. C'est qu'elle gagne beaucoup plus. Son conjoint gagne moins et en ce moment, en plus, il est en arrêt, donc il gère toute la charge mentale. Ils viennent de déménager, donc elle me dit, je ne connais ni les parents d'élèves, quand je vais faire les courses, je fais n'importe quoi. Et elle me dit, je me sens hyper coupable. Donc, ce qui, je pense, serait pas le cas d'un homme. Elle me dit, je me sens vraiment coupable. Et en même temps, c'est lui qui me dit, mais en fait, c'est pas un souci pour dire même jusqu'où il est allé. Un jour, il allait chercher les enfants à l'école ou parce qu'ils étaient malades. Et son chef lui a dit, t'as qu'à envoyer ta femme. Il lui a dit, le jour où tu me paieras autant qu'elle, elle ira. Donc voilà pour vous donner un peu le couple et comment il est. C'est bien. Hein. Mais du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on dépasse cette injonction des femmes ? Parce que là, c'est vraiment une question d'injonction. La pauvre, elle se met sa charge toute seule. Son conjoint n'a pas de souci. Elle, finalement, elle ramène le beurre à la maison et du coup, ça s'équilibre. Voilà. Comment est-ce que ça se dépasse ou est-ce que c'est des discussions que vous avez pu avoir ? Alors, effectivement, déjà, la culpabilité, en particulier maternelle, ça, c'est un vaste sujet. Je trouve que ce qui peut aider, encore une fois, c'est d'être en conscience. C'est que les choses soient dites et soient dites clairement. L'intérêt d'avoir ces discussions-là est en fait de choisir un modèle, même un modèle qui n'est pas forcément le plus juste, qui soit volontairement déséquilibré. À la limite, si ça vous convient tous les deux, moi, j'ai pas de jugement vis-à-vis de ça. Mais ce qui est important, c'est que ce soit fait en pleine conscience. Et ça va permettre aussi à se déculpabiliser parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on joue, c'est un contrat qu'on signe. C'est se dire, ok, ça fonctionne et c'est ok parce que justement, je gagne plus, je travaille de plus longues heures, donc je suis moins flexible que lui et donc c'est lui qui ou en ce moment, c'est une période aussi, parce qu'en fait, il y a ça. C'est que la culpabilité, des fois, elles peuvent venir aussi sur le fait que ce soit un moment qu'on aurait aimé qu'il soit plus court ou plus long, suivant les sujets. Et donc, d'avoir bien conscience que la vie est très longue, qu'on ne sait pas ce qui peut arriver et que peut-être qu'à un moment, les choses vont être différentes et que ça va se rééquilibrer sur le long terme. En fait, on a souvent tendance à juger une situation à un instant T, sur notamment la question de l'équilibre, alors qu'en fait, ça peut se compter sur des années. Et donc ça, il faut se le rappeler parce que, encore une fois, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Il y a aussi tout le rapport au temps libre, la charge mentale. Parce que la charge mentale, c'est quand même un des plus gros freins en carrière des femmes. C'est un frein invisible. Pour la petite expérience personnelle, je viens de passer 1 mois avec une copine qui est mère solo avec ses enfants, pour laquelle j'ai pris un peu sa charge mentale. Et quand on a débriefé à la fin, moi, ça m'a appris ce qu'était la charge mentale. J'étais pas fan. Mais elle, surtout, elle m'a dit, en fait, j'ai réalisé à quel point ça m'a libéré du temps. J'ai eu le temps de mieux travailler. J'ai pu faire plus de dossiers. J'ai pu traiter plus de choses. Donc, on voit réellement l'impact.
Comment est-ce que vous liez les deux ? Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que dans le rapport à l'argent et à la charge mentale, c'est toujours celui qui gagne le plus qui fait le moins. Du coup, c'est souvent la femme qui fait le plus. Voilà. Comment est-ce qu'on lie ces deux choses-là et comment est-ce que vous abordez ces deux choses en parallèle ? En fait, déjà, moi, je fais une différence, et je pense que c'est important de la faire, entre le travail domestique et la charge mentale. C'est vrai. Donc, le travail domestique, c'est du temps très concret où on va faire des trucs. C'est les corvées, c'est ce qui va faire que le foyer tourne, et ça va de faire le ménage à amener les enfants au cours de karaté. Ça, c'est un premier point. Ça, il faut évidemment trouver un accord entre nous pour se partager ce paquet-là de choses à faire. Ensuite, il y a la charge mentale, qui est encore un truc un peu différent. Et ça, on en a tous, femmes comme hommes. La différence, c'est qu'on a de la charge mentale professionnelle et de la charge mentale domestique, je dirais, personnelle. Mais on a tous, tout le temps, notre cerveau qui fonctionne en back-office, comme on dit, qui vont faire qu'on va devoir réfléchir au menu du soir, est-ce que les vaccins sont bien à jour, etc., etc. Et donc, toute la problématique, notamment des femmes, c'est que non seulement elles ont le travail domestique qui leur prend un temps technique, mais en plus, il y a cette charge mentale qui fait que, nécessairement, on a moins d'espace disponible dans notre cerveau pour pouvoir être stratégique dans notre métier, pour pouvoir être concentré, etc. Donc ça, c'est 2 éléments. Sur le sujet de la charge mentale, j'ai deux réponses sur les deux points. Donc, je vais commencer par le plus simple. En fait, c'est le travail domestique. Le travail domestique, au même titre que pour la façon dont on gère l'argent, plutôt que se concentrer sur la charge de la dépense, plutôt que se concentrer sur la charge de cette activité domestique qui est lourde, on renverse l'approche et donc on décide plutôt de se partager ce qui a de la valeur. Et ce qui a vraiment de la valeur pour nous, c'est le temps personnel libre pour faire ce qu'on veut. Et donc, au même titre que nos finances perso, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise en termes de travail domestique en faisant en sorte qu'on soit chacun à égalité sur notre temps personnel. Ce qui veut dire que si il y a une période où il y en a un qui va bosser comme un fou, soir et week-end compris, l'autre va probablement prendre plus en charge du travail domestique. Ça veut dire qu'il va aussi bosser comme un fou, semaine et week-end compris, du coup ? Peut-être pas. En fait, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on considère, c'est que notre journée, elle est donc limitée à 24 heures, comme tout le monde. Dans cette journée, il y a une partie de travail une partie de temps qui va être rémunérée, une partie qui va pas être rémunérée. Et en plus, on va dire un temps de sommeil nécessaire à la bonne santé. Donc, ça, c'est notre journée. Il y a des moments où il y en a un qui va bosser comme un taré, d'autres où peut-être l'activité va être ralentie, peut-être que ça va pas changer, peut-être que ça fait partie du pacte du couple. Quand on a quelqu'un qui est au foyer, par exemple, ça fait partie du pacte de dire qu'il y en a un qui prend en charge le foyer. Donc, en fait, l'idée là, c'est plutôt de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est que le temps personnel soit égalitaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a un qui travaille comme un taré que nécessairement, il faut aussi qu'il remplisse tout son temps à vider le lave-vaisselle, etc. Et à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un ne fait que du travail domestique qu'elle n'a pas le droit, et je dis elle parce que évidemment, ça reste statistiquement un sujet féminin, qu'elle n'a pas le droit à son temps libre personnel. En fait, ça permet aussi de verbaliser le fait que le temps libre personnel a de la valeur, que le temps qu'on fait a de la valeur, et surtout ce que ça implique, c'est que dans notre couple, on considère à égalité le temps de travail rémunéré comme le temps de travail domestique non rémunéré. Et ça, en fait, c'est très important. C'est ça qui a construit notre amour, c'est qu'en fait, on se considère égaux. Et donc, qu'est-ce que c'est, si on va creuser le bout de la réflexion, qu'est-ce que ça veut dire vraiment être égaux ? Ça veut dire qu'1 heure de son temps égale à 1 heure du mien. Quel que soit notre salaire, quel que soit notre temps de travail. Donc ça, c'est sur le travail domestique. Tout à fait. Maintenant, la charge mentale. Sur la charge mentale, c'est plus compliqué parce que malheureusement, on maîtrise un peu moins nos cerveaux, bien évidemment. Et suivant les personnalités, suivant les cultures, suivant notre vécu, nos traumas, etc., on a un besoin de contrôle qui est plus ou moins développé. On a aussi des pensées intrusives, etc. Même quand on veut être complètement concentré, on ne l'est pas forcément. Donc ça, l'exercice que je conseille, notamment dans le livre, c'est déjà de se partager sa charge mentale. Parce qu'il y a quand même un sujet, c'est que par définition, c'est invisible. Et donc, on ne se rend pas compte de ce que porte l'autre. Chacun porte des trucs. On ne sait pas ce que chacun a en tête. Donc déjà, faire cet exercice en couple, de se partager concrètement, les trucs que je pense quotidiennement, hebdomadairement, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et en fait, ça va déjà
apaiser et permettre aussi quand même une mise en lumière de ces éléments-là. Et puis ensuite, peut-être après, de voir comment est-ce qu'on peut, peut-être au début de manière mécanique, charger certaines personnes de telle ou telle mission. Par exemple, vous voyez, le dernier truc en date, c'est qu'on a décidé pour les vacances, même pour les vacances familiales, donc c'est même pas une question de couple, mais les vacances familiales, comme je suis l'aînée et que je suis la première de la famille à avoir des enfants, ça faisait quelques années où c'était à nous d'organiser les vacances familiales systématiquement. Famille, c'est-à-dire au sens large de la famille ? Oui, c'est-à-dire avec frères et sœurs, mes grands-parents. parents, mes parents, mes frères, ma sœur. C'était un peu lourd. Du coup, là, on a proposé qu'on tourne. Donc, chaque année, ce sera le rôle de chacun d'organiser les vacances. Et on peut très bien faire ça en couple. Une fois sur deux, il y en a un qui organise le date de la semaine, ou les vacances, ou le week-end, etc. Et au début, ça peut paraître un peu mécanique, mais ça permet aussi, de reprendre des bonnes habitudes qu'on pourrait avoir perdues avec le temps. Ça va m'amener à la question des red flags, parce que je l'avais noté. Mm-hmm. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, histoire de vacances, moi j'ai plein de copines qui l'ont testé et ils sont finalement pas partis en vacances. C'est vrai ? C'est-à-dire que soit ils sont pas partis, soit le mec a fini par faire un truc à l'arrache, ça les a saoulés, ils ont fini par le faire. Ou à l'inverse, cette histoire même de charge domestique, moi le nombre de personnes que je connais qui avant la naissance de l'enfant et même après on dit on s'organise matin et soir pour l'école, pour la crèche, il y en a quelques-uns, le mec l'a fait 2-3 fois puis en fait il a arrêté. Donc moi ça me fait un peu red flag, mais bon voilà, de façon plus sens large, moi je pense que ces conversations elles amènent à plein de green flags, de red flags et de choses à creuser, parce qu'il ne faut pas tout flaguer non plus. Enfin, je veux dire, il y a des choses, c'est propre à personnel, et puis en creusant, on se rend compte que c'est juste qu'il faut apprendre à connaître la personne. Il y a un bel exemple que vous donnez avec cette histoire de voiture et de paire de chaussures et de baskets que je trouve plutôt drôle. Tout à fait. Ouais, je vais vous laisser l'expliquer. Effectivement, ça faisait partie des sujets de conflits entre nous avec mon conjoint quand on a commencé à se fréquenter. C'est qu'effectivement, comme beaucoup de femmes, je pense, j'aimais rentrer en taxi de mes soirées, notamment parce que je me sentais plus en sécurité. Alors, on est à Paris. On est à Paris, c'est vrai. Et lui déteste la voiture, en particulier déteste le taxi, et donc ne supportait pas être en taxi. Donc, c'était vraiment tout le temps la prise de bec en fin de soirée, ce qui n'est pas forcément très agréable. Et puis, le jour où j'ai réussi à lui verbaliser que c'était un sentiment de sécurité, et que surtout, moi, toute la journée, j'étais en talons, et que le soir, j'avais mal aux pieds, et que c'était pénible de devoir prendre tout le temps des ballerines, etc. Bref, j'avais besoin de ce truc-là, et en fait, ça a changé complètement notre vision. Et c'est ce qu'on veut dire aussi par la charge mentale, c'est que finalement, il y a plein de choses qui se passent dans nos têtes qui, pour nous, sont donc des évidences sur nos décisions ou nos besoins, qui ne le sont pas du tout pour la personne en face de nous. Et donc, comme on le dit beaucoup, la communication est une clé. C'est pour ça que j'ai fait cet aparté. C'est pour dire, par exemple, si le point des valeurs, c'est l'écologie, cette sorte de chaussures, ça peut rompre tout de suite, alors qu'en fait, c'est pas forcément un red flag. Mais si on devait nommer des red flags ou des green flags vis-à-vis de l'argent, du pouvoir, rapport à l'autre, est-ce que vous en auriez quelques-uns qui sont sortis de ces conversations ou des échanges que vous auriez pu avoir ? Oui, il y en a quelques-uns. Bon, déjà, se sentir capable de pouvoir avoir une discussion. C'est-à-dire, je dis pas qu'on doit forcément être d'accord. Être d'accord, c'est le Graal. Ça prend du temps. Mais déjà, être capable d'avoir une discussion, que la personne ne soit pas fermée complètement au sujet, je pense que ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui me paraît important, c'est qu'on ne peut pas imaginer d'être équitable financièrement en couple sans avoir une réelle transparence des revenus. C'est-à-dire que le nombre de personnes en couple qui ne savent pas exactement combien gagne leur conjoint est gigantesque. Ah bon ? Oui. Je pensais. Et malheureusement, ça passe par là. Alors évidemment, ça vient toucher à l'intime, parce que ça vient toucher à la richesse, ça vient toucher à la notion de réussite personnelle, etc. Donc je dis pas que c'est facile. Mais par contre, ça passe par là, c'est nécessaire. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas exactement combien gagne l'autre, c'est la place du fantasme. On va imaginer des choses, on va peut-être avoir l'impression du coup de payer plus, de payer pas assez, de payer trop, voilà. On va avoir peut-être l'impression d'injustice. Donc, la transparence, elle est nécessaire. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut, dès le premier date, donner sa déclaration d'impôt, mais ça fait partie des discussions qui sont nécessaires à avoir. Et puis ensuite, justement, dans la réflexion, après là c'est un peu plus loin, mais c'est quand on est engagé, quand on veut vivre une vie ensemble, quand notamment on veut avoir des enfants ou acheter ensemble, etc. Il y a la question de la contractualisation de l'engagement qui me paraît être hyper importante, parce que malheureusement, on le disait tout à l'heure, en fait, qu'on le veuille ou non, vivre à deux, ça a un impact
sur nos finances et mais même sur notre vie personnelle de manière générale. Alors, statistiquement, il est 30%. Je le dis parce que c'est une vraie étude. Une femme en couple perd 30% de son pouvoir d'achat, en fait, finalement. Et un homme gagne 30%. Et pareil pour la charge mentale et le travail domestique. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est un vrai impact. C'est pas juste on en parle comme ça. Il y a des vrais stats qui ont été écrits sur le sujet. Exactement. Et donc, c'est pour ça que, comme en fait toute relation, ça peut paraître un peu barbant de devoir la contractualiser. Par contre, ça ne l'est pas tant que ça. Parce que justement, on est plutôt dans une réflexion de soins. Et je pense que c'est ça aussi le truc qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas vouloir faire un contrat de mariage, parce que finalement on parle quand même un peu de ça, ou même de Pacs. C'est pas être barbant, c'est vouloir protéger soi et donc l'autre de ce qui peut se passer dans l'avenir, et donc être dans une réflexion de soins et d'accompagnement sur le long terme, et de réflexion aussi de ce qu'on veut sur notre futur. Et finalement, c'est aussi une bonne façon d'avoir les premières discussions, parce que avoir ces discussions-là, et nous ça a été notre cas notamment pendant la construction du contrat de mariage, qui a mis du temps, mais ça nous a permis aussi de s'assurer qu'on était alignés sur nos valeurs, sur ce qu'on avait envie de faire de notre vie, de construire notre famille, etc. Oui, finalement, dans les mariages religieux, il y a des préparations au mariage. On ne parle pas forcément d'argent, je pense. Je ne sais pas. On parle d'argent, il me semble. Je ne sais pas parce que j'en ai pas fait, mais il me semble que c'est le cas. Mais du coup, là, c'est de le faire, quoi qu'il arrive, pour construire son couple. Donc, si je dois reprendre vos red flags, et vous me direz, en fait, il y en a deux majeurs. Il y en a un, c'est si la conversation est fermée. Clairement, là, c'est que ça va devenir compliqué. Et deux, si le partage de l'argent, le partage des revenus n'est pas transparent. Ouais, et je pense vraiment, je rajoute ce côté contrat. Si la personne ne peut pas signer en bas d'un papier après avoir s'être alignée, c'est ça l'idée ? Non, je pense qu'en fait, c'est plutôt que si on envisage une vie commune long terme et notamment la construction d'une famille, je pense que c'est important de ne pas être fermé à l'idée de s'engager contractuellement. C'est-à-dire que si les deux autres sont fermés, de toute façon, il n'y aura pas de contrat. Mais pour vous, Bien en évidemment. plus, on dit, il y a les deux premiers, c'est clair, mais après qu'on a engagé la conversation, si la personne ne veut pas aller jusqu'au contrat, ça reste un red flag parce qu'on se dit que ça ne peut pas être mis sur papier. Exactement. Et donc, ça ne vaut rien, en fait. C'est ça l'idée. Exactement. Et que c'est la porte ouverte, en fait, au fait que, malheureusement, on risque de payer le prix. Très bien. Et donc, les green flags, ce sont l'inverse. Une ouverture à la conversation, une transparence sur les revenus et le fait de signer un contrat, ce qui permet, du coup, d'être assuré que on est d'accord sur tout et puis que c'est pérenne sur le long terme. Tout à fait. Parfait. Quand on a préparé cet entretien, on a parlé aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, je crois, qui viennent vers vous en disant « j'ai peur de me tromper ». Ce qui est déjà intéressant. Et moi, je vois de plus en plus souvent cette phrase « la décision la plus importante dans votre carrière, c'est le choix de votre conjoint ». Oui. Ça apparaît. C'est un peu la seule chose qu'on voit sur le sujet d'ailleurs. Il n'y a pas d'analyse pour l'instant, mais il y a au moins ça. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là ? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là ? Alors, moi, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que si j'ai un conseil à donner quand on choisit sa carrière, c'est aussi de choisir le bon conjoint, la bonne personne qui va être le cheerleader de ses décisions et le bon joueur de ping-pong qui va vous permettre en fait de prendre des décisions. Moi, ça me dit deux choses. La première, c'est que, en fait, c'est assez récent la réflexion de l'argent en couple. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire. Donc, finalement, c'était assez facile. Il y avait une personne et puis c'est tout. Le bon père de famille. Exactement. Après, avec la libération de la femme et le fait qu'elle puisse travailler, le mythe aussi de la femme des années 90 qui peut tout faire, qui doit tout faire en fait même. Donc être chef d'entreprise, être mère, être une bonne épouse, etc., a fait qu'on est passé quand même à de la totale communauté de la richesse à la totale individualisation de la richesse. Et ça a engendré le fait que malgré tout, même si on a gagné en droit, on n'a pas forcément, les hommes n'ont pas gagné en devoir, à l'inverse. Et donc, les problèmes sont quand même restés. Ce qui a fait que c'était double peine pour la plupart des femmes qui non seulement devaient avoir une carrière, mais en plus, continuer à en fait perdre leur argent quand elles étaient en couple. Donc, pour revenir à la question de la carrière et des jeunes femmes qui ont du mal et qui ont peur en fait à s'engager, c'est qu'effectivement aujourd'hui on est face un peu à un dilemme que je disais tout à l'heure, que moi j'ai eu aussi, donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez légitime. On a l'impression aujourd'hui qu'on a deux choix, deux ouvertures possibles. C'est le couple et donc subir l'autre, son pouvoir, ses injonctions, etc. Le devoir, le poids d'être maman et de tout ce que ça implique. Ou bien à l'inverse, choisir le célibat, être avec ses chats et être pleinement heureuse, mais et peut-être riche. Mais voilà, mais en gros, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix. Et encore une fois, moi, je critique
aucun de ces deux choix, évidemment. Mais pour les personnes qui, comme je l'étais, avaient envie d'une troisième voie, il n'y avait pas beaucoup d'options. Et c'est pour ça que, à parts égales, se veut cette solution un peu d'entre-deux, en fait, de toujours fluctuer entre ces diverses choses, en acceptant la réalité de la vie, la réalité logistique, qui est que des fois, c'est comme ça et pas autrement. Ce qui veut, il y en a peut-être un qui travaille beaucoup plus que l'autre, et c'est comme ça. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on n'a pas envie de s'engager ? Ça, c'est une autre question. Et on peut très bien choisir, et j'en reviens tout à l'heure à la discussion de est-ce que la carrière de l'autre est un critère ? On peut très bien volontairement choisir de s'engager avec quelqu'un qui gagne bien sa vie. Et être déçu si, au cours de notre relation, il ou elle gagne beaucoup moins. C'est légitime. Après, on peut aussi décider qu'avec l'amour, on se soutient et on accompagne ces changements-là. C'est à deux, on va plus loin finalement, ce que vous dites, ce qui est plutôt pas mal. C'est ce que j'espère en tout cas. Parce que là, pour l'instant, dans la majorité de couple, c'est à deux, l'un va plus loin et l'autre perd de la vitesse. Donc l'idée, c'est que là, à deux, les deux aillent plus loin. Mais en fait, oui, je pense que... Et c'est, encore une fois, je critique pas parce que l'humain est comme ça. On teste plein d'extrêmes. On a testé l'extrême communauté. On est en train de tester l'extrême indépendance. Et je pense qu'on a besoin de réapprendre à faire commun. Je pense qu'on a besoin de réfléchir à l'idée de ce que c'est que faire couple, d'avoir un niveau de vie commun, de le faire de manière active. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui sont subies, plus ou moins consciemment, et on ne se rend plus compte. Et effectivement, j'espère qu'à travers le média et le travail que je fais, je participe à remettre ce sujet-là sur la table qui me paraît structurant de l'égalité aussi homme-femme de manière générale. Parce que, encore une fois, je pense que la cellule du couple peut être l'espace intime qui ensuite va rayonner sur le reste de la société. Je vais revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure en rigolant. Vous avez dit, dès le premier date, on ne montre pas sa fiche d'imposition. J'ai dit que c'était pas obligatoire. Ça m'a fait penser à un stéréotype que vous abordez brièvement, mais j'aimerais qu'on approfondisse un peu, qui est la vénalité des femmes. Et le fait de se dire, en fait, t'es là pour l'argent. Vous avez dit d'ailleurs, certaines femmes le choisissent. Et c'est OK, j'ai envie de dire, vu la société dans laquelle on ne peut pas les blâmer pour ça. Je pense que c'est quand même de moins en moins le cas, mais ça reste une réalité. Mais voilà, la question de l'argent, quand une femme aborde la question de l'argent, et la question de la vénalité, d'être vénale, pardon. D'ailleurs, on le voit encore dans l'entreprise. Moi, très récemment, j'ai quelqu'un qui m'a dit, en faisant ma rupture de contrat, on m'a en gros donné 2 fois moins que mes collègues qui sont partis parce qu'on m'a dit en gros que j'avais une bonne situation et qu'il n'y avait pas de sujet. Donc on est en 2026, c'était en 2025. Donc on est quand même sur un sujet où, les femmes, il n'y a pas de sujet d'argent et si elles en demandent, finalement, il y a doute. Donc ça pose encore plus cette question d'aborder le sujet de l'argent, d'oser le mettre sur la table sans se dire, en fait, je suis là que pour ton argent s'il est plus riche en plus. Comment est-ce que vous voyez ça, vous ? Comment est-ce que vous avez outrepassé ça ? Parce que peut-être que vous l'avez aussi ressenti en vous. Donc, Bien sûr. Moi, c'était un vrai sujet. J'avais peur de ça. J'ai pas de réponse miracle. Je pense que ça se construit avec l'intimité et la conversation. C'est-à-dire que c'est de la confiance, en fait. Donc, ce qu'il faut pas, c'est de se limiter et de s'empêcher de parler de ce sujet-là par peur. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas se confronter au fait que l'autre puisse à un moment avoir des doutes. Ça peut arriver et c'est normal en fait. Encore une fois, c'est légitime. Quand on prend l'effet inverse, on a mis plus ou moins de temps à construire son paquet de cacahuètes, ou de noisettes plutôt. On n'a pas forcément envie de voir quelqu'un qui va commencer à s'y intéresser, à vouloir le mesurer et puis encore moins à vouloir le partager. Donc encore une fois, ça c'est plutôt légitime tout ça. Et je le rappelle, comme tout ça est en plus totalement irrationnel, en fait, ça rajoute un niveau de complexité de la conversation qui est assez important. Donc ça se construit, encore une fois, l'intimité, la confiance, c'est un muscle qu'on construit avec la communication, avec le fait d'être ouvert, avec le fait de questionner. Je pense que, notamment, on en parlait un peu sur l'héritage, ou quand il y a des sujets d'héritage qui ne nous concernent pas, parce que c'est l'héritage de l'autre, ne pas forcément s'empêcher de questionner, de discuter, de s'intéresser. En fait, tout simplement, la curiosité, je pense que ça permet de montrer aussi le fait que, c'est pas parce qu'on s'intéresse à ce sujet-là que forcément on veut s'en accaparer, mais plutôt d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce que ça veut dire, et quel va être l'impact aussi sur le futur. Et puis après, il y a quand même se rappeler un sujet, c'est que la vie est très longue, on ne sait pas de quoi la vie est faite. On ne sait pas s'il y aura des changements de carrière, s'il y aura des mises en pause, etc. Si, en devenant papa, l'un décide que finalement, il a envie de passer tout son temps avec ses bébés et d'arrêter de mettre en pause son activité, on ne sait pas, en fait, quelles surprises vont nous tomber dessus. Et donc, de rappeler, de remettre aussi un peu les choses au bon endroit, c'est-à-dire de dire, en fait, le sujet de l'argent, c'est pas forcément s'accaparer
ta réussite ou ta richesse, mais plutôt de se dire, ok, comment est-ce qu'on construit un environnement qui est sain pour toi comme pour moi? Comment est-ce qu'on s'assure que notre couple, il est vecteur de positif pour l'un et pour l'autre, parce que je ne veux pas être celle qui va être la valeur d'ajustement de notre couple et de nos décisions. Ça marche. J'avais dit tout à l'heure qu'on en parlerait. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les femmes qui gagnent plus. Oui. Moi, je n'ai quasiment que ça dans mon entourage. Dans le podcast, il y en a plusieurs. Bien sûr. Ouais. C'est un sujet que vous abordez, alors je trouve avec un peu d'ironie, moi ça me fait sourire. Donc j'aimerais qu'on l'aborde, puisque donc si on suit le schéma, si les femmes gagnent plus, elles mettent plus au pot, ce qui est dans l'absolu cohérent. Sachant que votre combat premier, c'est quand même le combat des inégalités femmes-hommes qui donc va pas dans ce sens-là. Donc comment est-ce que vous réglez un peu ce problème, ou comment est-ce que vous voyez cette situation? En fait, c'était effectivement une réponse que j'ai eu besoin, je me suis sentie obligée d'amener parce que j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui gagnaient plus que leur conjoint et à qui l'idée de faire à parts égales, donc je répète, partager à égalité son reste à vivre, ça faisait grincer des dents. Et effectivement, je comprends dans certains cas. Bon, déjà de base, on pourrait imaginer que partager son reste à vivre, qu'on soit un homme ou une femme, ça change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est que on a envie et on considère que une heure de son conjoint égale une heure de notre heure. Donc, a priori, on a envie d'être égaux. Après, cela étant dit, en fait, ce que ça vient gratter, c'est qu'il y a encore des femmes qui non seulement gagnent plus, mais en plus ont tout le travail domestique ou la charge mentale associée et qui, entre guillemets, vivent avec un conjoint qui se laisse porter aussi par madame. Et c'est là où c'est problématique, parce qu'effectivement, le pacte à parts égales, c'est de considérer que vraiment, ou en tout cas au moins d'être convaincu que vraiment l'un et l'autre jouent le jeu à 100%, c'est-à-dire que l'un et l'autre est dédié au maximum à faire que notre foyer s'enrichisse. Et donc, c'est comme des associés en entreprise, en fait. Quand on est deux associés à 50-50, même s'il y en a un qui va décrocher des contrats et l'autre qui fait plutôt de la RH, c'est normal que les dividendes soient partagés à 50-50. Dans le couple, en fait, c'est un peu pareil. Ce qui pose problème, c'est quand il y en a un qui à la fois gagne plus et en plus fait tout le boulot à côté. Et donc là, c'est là où je dis aux femmes, mesdames, gardez votre argent. Effectivement, si monsieur ne fait rien, n'a pas l'intention de changer et ne contribue pas à la hauteur de ses capacités, en tout cas au foyer commun, effectivement, c'est pas forcément nécessaire de, en plus, partager sa richesse. Je vais me pousser un peu plus loin ce que vous dites et vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai envie de dire gardez-le et protégez-le. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai reçu une invitée, alors qui n'a pas voulu en parler au micro, donc voilà, mais qui m'a partagé le fait que ça faisait 8 ans qu'elle était en procédure de séparation et qu'à chaque fois qu'elle gagnait un nouveau poste, son mari demandait une pension supplémentaire parce que pour l'équilibre de vie, etc. Donc en fait, elle ad vitam aeternam et en plus, elle gérait tous les enfants, même s'il y avait une garde partagée parce qu'il ne voulait pas verser de pension, n'empêche que c'est elle qui prenait toute la charge mentale, parce que garde partagée ne veut pas dire que vous enlevez la charge mentale, hein, ça ne change rien sur les vaccins, l'école, tout ça malheureusement, ça reste à la personne. L'homme a un peu plus de choses à faire et encore. Voilà, c'est pour ça que je rajoute, gardez-le et même protégez-le, parce que les contrats de mariage, ça sert aussi à ça, si j'ai bien suivi votre... Tout à fait. Oui, je suis d'accord. D'où l'écriture du contrat, d'ailleurs, qui est un peu clé, que ce soit dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Exactement. Mais donc, du coup, si je suis quand même votre cheminement, si la femme gagne plus, si on veut aller vers un part égal, finalement, la conversation va peut-être beaucoup plus se tourner sur le travail domestique et la charge mentale que l'argent. En fait, je pense que c'est aussi être convaincu que l'un et l'autre, on soit franc et on soit 100% dédié. Ça veut pas dire que parce qu'on gagne plus, l'autre doit faire plus à la maison. C'est pas toujours le cas, parce qu'on peut très bien gagner beaucoup plus que l'autre et, entre guillemets, avoir un temps de travail qui est beaucoup plus réduit. On peut très bien être à notre compte et gagner beaucoup d'argent pendant que l'autre est, je sais pas moi, postier et donc gagne nécessairement moins d'argent. Bon, ça, c'est une réalité structurante du couple. Donc, c'est malgré tout pas des vases communicants. Pour autant, je pense que l'enjeu, c'est d'être persuadé et convaincu que chacun, on joue le jeu du couple, quoi. On joue le jeu de la famille, on est 100% dédié à la hauteur de nos capacités, bien sûr. Parce que je dis ça, mais en fait, il y a aussi des moments de vie où on est plus ou moins préoccupé par quelque chose et on a plus ou moins de temps à se consacrer au foyer ou des choses comme ça. Je pense notamment à l'accompagnement des parents en fin de vie. Ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental. Et souvent, c'est aussi à la charge des femmes. Peut-être qu'à ce moment-là, on a moins de temps à dédier à s'occuper du foyer ou même à sa carrière. Et donc, je pense qu'il
Il n'y a pas de dogme. Tout ça, ce sont des boussoles qui nous permettent d'orienter les conversations de manière plus positive et de justement aller se poser les bonnes questions pour faire en sorte qu'on marche dans la bonne direction. Oui, il y a une question que je me pose depuis le début, qui n'a peut-être pas de sens du tout, vous allez me le dire. C'est que là, du coup, on parle d'argent. Les couples, très souvent, vont commencer à parler de répartition, de charges, etc. Déjà quand ils vivent ensemble, mais surtout quand les enfants arrivent. Et il y a une conversation que peu de couples ont aussi et qui apparaissent après, c'est l'éducation des enfants, qu'ils devraient avoir un peu plus souvent. Et puis évidemment, la répartition, même si ça commence. Aujourd'hui, les gens commencent à en parler avant, ou en tout cas quand l'enfant est en création. Du coup, ma question, c'est est-ce que, en parlant d'argent, vous avez aussi parlé des autres sujets? Est-ce que parler d'argent amène à ces autres sujets? Comment ça se croise? Oui, bien sûr. En fait, nous, ça a été vraiment la préparation au mariage laïque qu'on a eu. Finalement, c'était à travers le fil conducteur de l'argent. C'est-à-dire que ça nous a permis de se poser la question de, voilà, si on a un enfant qui est malade, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça implique? Si on a un parent qu'on doit accompagner, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça implique? Si on a une opportunité pour aller vivre à Hong Kong, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça implique? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, parler d'argent, c'est finalement très, très peu parler de chiffres. C'est surtout parler de projets, de ce qu'on veut dans la vie, de notre rapport à la crainte, au risque, etc. Donc, et effectivement, aux événements de vie. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'on en a parlé une fois, on a signé un contrat, on sait exactement comment les choses vont se passer. Évidemment que non. Pour autant, ça fait partie des sujets qui vont venir assez naturellement en fait, sur la table quand on commence à se projeter dans ces sujets-là. Donc du coup, ça permet de parler de tout. Et ce qui est intéressant, parce que par contre, quand on va parler juste de charge mentale, on ne parle pas d'argent, alors que l'argent va amener à parler de ça. Ok, écoutez, on va aller vers ma dernière question, qui est, selon vous, dans la société et ou les organisations, mais on en a surtout parlé de société, qu'est-ce qui doit changer pour arriver à une égalité de pouvoir? Ah, vaste sujet, on a encore 2 heures. Alors... Elle est compliquée cette question parce qu'il y a tellement d'endroits, il y a tellement d'axes. Il y a effectivement le côté parentalité, parce qu'évidemment c'est un énorme frein au pouvoir dans le couple. Donc accompagner les pères et s'assurer en fait qu'il y ait plus d'égalité dans la parentalité, ça c'est un point. Évidemment la carrière des femmes, mais ça je pense qu'on en parle beaucoup ici. En fait c'est ça que je trouve intéressant et c'est comme ça que je termine le livre. C'est qu'on a toujours tendance à imaginer que la société, en tout cas le gouvernement, je dirais, les lois vont entraîner les changements sociétaux. Donc on milite pour telle avancée. En réalité, les lois, elles viennent à la suite d'un changement de société, d'un changement d'avis. Et en fait, elles ne font que refléter notre société. Et donc, on peut être aujourd'hui très frustré de nos luttes, de notre investissement militant. En réalité, en fait, ce n'est que grâce à ça qu'il y a des changements qui opèrent. Et je crois que justement, et ça je trouve c'est intéressant parce que ça dépasse les convictions politiques. Je pense, d'ailleurs, il y a un moment où je parle de ça avec un peu d'humour, comment convaincre... monsieur ou madame, s'il est de gauche, de droite, écolo, chef d'entreprise, etc. Je pense que ça dépasse un peu tous ces bords. Et c'est un peu tarte à la crème, mais j'y crois vraiment profondément. C'est que quand on aime quelqu'un, a priori, on lui veut du bien et on veut en prendre soin. Et donc, je crois que le couple peut être une réponse parmi tant d'autres, évidemment, mais peut être un lieu où s'expriment des valeurs de justice, d'égalité, de pouvoir, justement d'égalité de pouvoir, qui vont petit à petit, proche en proche, faire rayonner cette notion-là au sein de la société. En fait, si tous les patrons considèrent que leur femme qui est au foyer ou de leur femme qui gagne beaucoup moins, en fait, que leur temps est égal au leur, imaginez ce que ça produit dans la société. Parce que si on se dit, si on applique ça à l'entreprise, en fait, de considérer qu'effectivement, finalement, il y a les commerciaux qui, certes, apportent des contrats, mais ils ne pourraient pas fonctionner si leur outil n'était pas bon, s'il n'y avait pas les bonnes RH, si ce qu'ils vendaient n'était pas correct, etc., etc. En fait, voilà, ce que ça implique en termes de réflexion sociétale, c'est gigantesque et c'est vertigineux. Donc, ça ne répond probablement pas trop à la question, mais c'est ça que ça m'évoque. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.